L'innovation technologique jumelée aux métamorphoses des habitudes familiales et des valeurs sociales ont certainement eu un impact particulier sur les jeunes. C'est vrai, dans l'espace scolaire ou l'espace familial ou l'espace ailleurs des deux, il y a beaucoup d'occupations et l'attention de l'apprenant, elle est toujours engluée par pas mal de choses qui accaparent son attention. Mais nous devons, au sein de l'école, au sein de la salle, de classe, quel que soit son équipement, essayer de le rendre quelqu'un qui s'applique, quelqu'un qui s'implique et quelqu'un qui s'adhère. Mais on ne peut pas faire de l'apprenant ce que nous aimerions faire de lui si on n'arrive pas à le reconnaître en tant qu'identité, en tant que participant positif, en tant qu'élément central de la tâche pédagogique. Ce n'est pas toujours un élève, mais c'est toujours une personne. C'est quelqu'un qui devra avoir en lui l'initiative. Écoutons-le, écoutons-les. Ils ont beaucoup de choses à nous dire et nous avons tous chance à apprendre d'eux. Les nouvelles générations, contrairement aux anciennes, ont aussi des attentes et des besoins nouveaux issus de cette transformation sociale. Les bouleversements socio-technologiques, l'autonomie grandissante concédée, parfois imposée aux jeunes, et amener un nouveau problème à l'éducation, l'absence de motivation des élèves. Et je pense que nous partageons ce constat. Il y a actuellement un problème de motivation au sein de l'établissement scolaire. Il y a 50 ans, la motivation n'était pas un problème à l'école. Ma génération, avant ma génération, il y avait des moyens tout à fait classiques, traditionnels. C'est vrai qu'il y avait un système rigoureux. Il y avait beaucoup de contraintes. La rigueur était un peu, que ce soit clairement ou bien que ce soit implicitement ou non, était étouffé. Mais l'apprenant, nous qui étions dans cette génération, on avait senti en nous ce devoir d'aller à l'école parce qu'on avait cette finalité qui était claire. Aller pour étudier, pour apprendre. Parce que l'école était la seule source du savoir. Actuellement, il y a une panoplie d'élus et de moyens qui sont aussi riches que variés, qui peuvent être la source d'un savoir. Avant, il y avait l'espace scolaire, il y avait l'école. Et l'école avait beaucoup de valeur. C'était un lieu lié, ça colle au savoir. La résonance de l'école, c'était le savoir. On vient de me remettre que ça m'a resté 5 minutes. En tant que directeur des colloques, je devrais quand même respecter le temps qui m'était imparti. Pour donner... Alors, non, je ne peux pas me le permettre. Alors, je passe des côtés historiques. La motivation et ses questions. La motivation, l'attention, l'inhibition des comportements inadaptés sont des moteurs de l'apprentissage. Quand on parle de la motivation, de l'attention, l'inhibition de comportements, dans la salle de classe, j'aimerais bien centrer, focaliser sur ce point. L'échange, comment devra-t-il se faire dans un espace de classe? Nous devons faire fondre le côté institutionnel. Nous sommes dans une salle, nous sommes ensemble, des personnes. Il y a des questionnements, des interrogations qui nous réunissent. Ça nous interpelle. L'enfant, la personne, l'élève, questionne, interroge, agit, observe et commente. Que la salle devra être une salle de débat, de débat. Que la classe devra être une pièce de théâtre, une atmosphère de la convivialité, où il y a tout est vif. On est là pour s'écouter, pour participer et même pour critiquer. Nous devons oser à le faire. Que la salle devrait sortir de son espace classique. Si on n'arrive pas à gérer, à accorder à l'élève la responsabilité de faire la transformation de la salle selon son goût, mais en évitant, en contrôlant le côté anarchique. Que la classe deviendra un jardin. Que la classe deviendra une belle et jolie atmosphère de l'échange. Le plaisir d'apprendre, l'estime de soi, les récompenses, les sanctions, de nombreuses formes de motivation interviennent de l'apprentissage, et c'est ce qu'on appelle le renforcement, que ce soit négatif ou que ce soit positif. Je pense que tout le monde sait les riches expériences qui étaient menées dans les labos avec les souris et les rats, même avec les chimpanzés et les singes. Quand on parle de renforcement positif et négatif, nous devons rendre la salle, parler de renforcement, que ça soit fait dans un plaisir.
tu ne peux pas jamais réussir une leçon si l'auditoire qui est l'ensemble de la classe ne vous accepte pas, ne vous estime pas, ne vous écoute pas. C'est un gâchis, un vrai gâchis. La motivation est l'ensemble des raisons, de facteurs qui influent sur le comportement, la façon d'agir et de penser. La motivation professionnelle. En dépit de l'importance de la motivation de l'éducation, il semble que cet élément ne fasse pas encore partie intégrante de la formation des maîtres. Et je me rappelle que la fac de l'université Sultan Moulay Slimane, je pense, j'aimerais bien l'aborder, l'intervention de M. Tari, actuellement il est vice-président de la présidence, qui a parlé de l'enseignant, l'élan de l'enseignant. Nous devons repenser ce statut. Un enseignant, les centres de formation actuellement devront revoir leur stratégie de recrutement. Nous devons faire insérer dans les programmes de candidature le volet psychologique. Ça, c'est un volet qui est important, mais qui n'est pas présent dans l'école. Est-ce que nous aimons notre métier? Est-ce que l'enseignant qu'on connaît en lui cet engouement, cet dévouement, est-ce qu'il est venu dans sa tâche avec amour et avec joie? Quand il a en lui ce capital, c'est vrai qu'on a tout réussi et qu'on va faire tout dans la joie et le plaisir. La motivation est un plaisir renouvelable. La motivation de l'enseignant résulte parfois d'une analyse régulière et réflexive de sa pratique quotidienne. L'enseignant est censé maîtriser le savoir et le transmettre à ses élèves, mais le transmettre avec une joie. Il doit perfectionner ses méthodes pédagogiques, les adapter à la situation d'enseignement d'apprentissage. La réussite de l'enseignant, sa réussite est tributaire du degré de sa compétence. L'identité de l'enseignant, je pense que j'ai déjà dépassé ma limite, le côté temps. Encore 2 minutes, ils sont vraiment généreux avec moi. Alors l'identité de l'enseignant ne se limite pas à la compétence cognitive, elle est aussi psychologique et relationnelle. Un enseignant, ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui détient un savoir. C'est possible, vous êtes là, on reconnaît que vous détenez un grand savoir. Mais comment véhiculer, réussir un échange? Comment essayer de partager ce savoir si vous ne le faites pas avec un dynamisme relationnel? Si vous n'êtes pas à l'écoute et disponible aux autres, c'est là que les autres vont accepter à partager avec vous le savoir que vous avez en vous. Le savoir, en fin de compte, c'est un cumul. Et nous devons l'échanger. L'identité de l'enseignant ne se limite pas à la compétence. J'en passe à la troisième. Donc les valeurs personnelles, sociales, psychologiques d'un enseignant ont en fait une incidence importante sur le processus de l'apprentissage de l'élève. Donc quand on parle de la rigueur, déjà la présence de M. Aïz à mon côté, donc c'est déjà, donc je devrais quand même finir. Je devrais obligé de conclure. L'alerte elle est donnée. Alors je vais conclure avec le cri de Montaigne. Un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Donc un élève et un enfant, quand il vient à l'école, c'est pas tout simplement la recherche d'avoir un savoir, c'est vrai que ça c'est pas l'unique besoin. Mais nous devons faire en lui le futur citoyen. Quelqu'un qui prendra la relève dans les années à venir. À faire de lui une personnalité, à faire de lui quelqu'un qui est solide. Donc c'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Et gardons ceci en nous, les enfants, ce sont les futures personnes, et nous devons vraiment leur donner les bonnes valeurs. Merci à tout le monde.